Dans le bocage normand, l'engagement au sein de la résistance a marqué nombre d'hommes et de femmes entre 1940 et 1944. Les années passent. Et que reste-t-il? Beaucoup veulent encore évoquer, parler, transmettre. Mais à qui? Au printemps 2004, le collège Saint-Thomas d'Aquin de Flers organise une rencontre entre des élèves de 3e et 2 anciens résistants. On se dépêche. Bien, on y va. Bon, d'abord, je remercie Jean-Luc Louzet et Eric Ajon d'être là pour une nouvelle fois venir témoigner sur ce qu'ils ont vécu pendant la période de 40-44, pour ces programmes de 3e. Donc, il bien se rappeler que mai 40, la bataille de France est lancée par Hitler. Juin 40, c'est l'armistice. La prise du pouvoir par Pétain et donc une politique de collaboration. Alors, comment ont-ils vécu cette période entre 40 et 44? C'est leur témoignage. Est-ce que vous est déjà arrivé de prendre de très gros risques pour faire une action pour les résistants ou des choses dans le genre? Alors, le plus grand, c'est quand on a abrité pendant 3 semaines un aviateur canadien à la maison. Alors, il faisait 1m90, il était blond aux yeux bleus, et le seul mot de français qu'il connaissait, ben, je vous le donne évidemment, c'est merde. Bon. Alors, au point de vue vocabulaire, c'est quand même un peu court. Quel est le souvenir dont vous êtes le plus fier? C'est sûrement d'avoir privé toute la région de l'Ouest de courant électrique. À partir du moment où le courant électrique a été coupé, eh bien, les usines qui travaillaient pour les Allemands ont été arrêtées. Étiez-vous prêt à donner votre vie pour la résistance? Oh oui, tout à fait. Quand on s'engageait dans la résistance, quel que soit son âge, on savait que de la moindre de nos paroles, du moindre de nos gestes, pouvait découler un danger mortel pour les autres. Donc, il fallait faire extrêmement attention aux gens qu'on contactait. En sachant tout ça, c'était pas un peu de la conscience d'être résistant? C'était de la conscience, parce que... vous appelez ça de la conscience, moi j'appelle ça de la folie. Mais c'est vrai. C'est vrai que, a priori, tout était contre nous. Est-ce que vous étiez surpris quand la France et l'Allemagne se sont réunis pour former le début de l'Union européenne? Alors évidemment, France-Allemagne, eh bien, sur le coup, c'était un petit peu difficile parce que nos alliés, effectivement, c'était les Anglais. Mais il est bien évident que l'Europe ne peut pas se construire sans l'Allemagne. C'est impossible. À votre avis, y aura-t-il toujours des hommes comme Hitler? Oui, il y aura toujours des Hitler et il y en a toujours. Et justement, votre rôle de jeune, c'est de discerner où sont, à l'heure actuelle, les Hitler et de vous opposer à eux, même si vous vous trouvez un peu démunis. En 1944, Annette Lajon avait 12 ans et Jean Le Touzet, 23. À la suite de rencontres comme celle-ci, certains élèves prennent directement contact avec Annette. Le groupe est moins important et la présence du professeur reste souvent nécessaire. Annette habite toujours la maison de son enfance, non loin de Flers, à la Métairie. 4 élèves et leur professeur, Jean-François Brisset, du collège René Cassin d'Athis, l'y attendent. Ils souhaitent réaliser un site internet sur la libération du canton d'Athis. Alors, on va peut-être pouvoir commencer les questions. On avait préparé des questions par rapport à les petites informations qu'on avait à propos de votre expérience.
À vous. Quel était le rôle de vos parents dans la résistance? Alors, la première action de résistance qu'on a faite, au fond, c'était d'écouter la radio de Londres. À partir de là, par exemple, ils nous ont dit, pour la fête du 14 juillet, vous vous arrangez pour qu'il y ait du bleu, blanc, rouge à vos fenêtres. Eh bien, on s'est arrangé pour qu'il y ait du bleu, blanc, rouge aux fenêtres. Vous allez prendre un pot de peinture et vous allez aller tracer des V avec une croix de Lorraine. Et quand mes parents, au fur et à mesure qu'ils ont avancé dans la résistance, je me suis rendu compte qu'ils faisaient de la résistance, et j'avais 11 ans en gros, lorsque je leur ai dit, écoutez, vous ne vous cachez pas vraiment de moi j'ai compris ce que vous faites de la résistance, et je veux en faire avec vous. Votre première mission, c'était laquelle? Pendant tout le début, j'ai surtout fait agent de liaison. J'allais au Petit Maquis, qui était dans la vallée de la Vert, au Petit Maquis, qui était à Sainte-Honorine-la-Chardonne. J'allais rejoindre Henri Laforêt, qui était instituteur à Aubusson, etc. Et je leur portais les nouvelles et les consignes, et eux-mêmes m'en donnaient. Donc en fait, le rayon d'action de vos missions ou des messages que vous aviez à transmettre, c'était le canton, Flers. Flers, Athis, aller jusqu'à Sainte-Honorine, Aubusson, Saint-Georges-des-Groseilliers. Une dizaine de kilomètres aux alentours. Voilà. Des personnes de votre famille ou des proches, est-ce qu'ils étaient au courant de vos activités au sein de la résistance? Bon, alors, il y avait un petit groupe de fond. C'était papa, maman et moi. Là, on ne faisait qu'un, si vous voulez. Donc, on savait ce qu'on faisait les uns les autres. Et puis, il y avait aussi un requis du STO qui est venu à la maison et qui est resté pendant plus d'une année et qui faisait de la résistance avec nous, qui partageait complètement avec nous. Mais on a eu de la chance parce que dans le village, beaucoup de gens se doutaient qu'on faisait des choses qui n'étaient pas très nettes, et nous n'avons jamais été dénoncés par le village. Ça, c'est extraordinaire. Et je leur en serai toujours reconnaissant. Nous, on sait donc que votre père, il a fait imprimer des faux papiers à Alençon, et pour en distribuer donc aux autres résistants. Mais comment est-ce qu'il a accédé à ce service, en fait? Ah, alors là, bon, c'est quand même une petite histoire. Papa était maître imprimeur, et il avait une imprimerie à Alençon. Alors, c'était quand même très difficile parce que le papier était contingenté et il fallait donc trouver du papier spécial, papier carte d'identité. Alors, on déclarait, par exemple, qu'on allait imprimer 100 cartes de visite ou enfin un certain nombre de choses comme ça, et ça nous donnait droit à une certaine quantité de papier sur laquelle on faisait des économies pour arriver à garder de quoi imprimer ensuite ces cartes d'identité. Alors, on a agrafé la photo, bien entendu, mais il fallait qu'il y ait le tampon. À partir d'un qu'on avait fauché, un jeune homme nous a fabriqué un faux tampon, préfecture de l'Orne. On avait un folioteur, parce que vous savez qu'il faut numéroter les cartes d'identité. Et puis alors, le problème aussi, c'était de se procurer ces timbres fiscaux que vous voyez, qui sont sur le haut de la carte. Et on a eu un ami qui a failli être arrêté par la Gestapo parce qu'il était allé acheter trop de timbres, comme ça. Donc, vous voyez, c'était compliqué pour une seule carte d'identité. Kevin, Mathilde, Hélène et Simon tiennent là une carte d'identité qui peut paraître anodine. Or, durant ces années d'occupation, elle pouvait signifier l'arrêt de mort de celui qui l'avait entre les mains. Celle-ci appartient à Jean Le Touzet. En la possédant, il devenait clandestin dans son propre pays.